Donc, quelles sont les relations d'Algérie avec son voisinage? Avant d'aborder ce point précis, et en essayant d'avoir une approche plutôt géographique, pays par pays, plutôt que d'essayer de trouver des idées directrices, il est impossible de ne pas revenir sur le contexte actuel en Algérie. Alors, on a dû vous en parler, je sais que dans la conférence précédente, il en a été question. Je voudrais apporter mon appréciation personnelle. Ce qui se passe aujourd'hui en Algérie est assez intéressant dans le fait que nous sommes dans une, je dirais, dans une conjoncture d'incertitude, faite d'interrogation sur l'évolution de la situation politique. Et c'est quelque chose qui est très prégnant dans le climat intérieur algérien. C'est-à-dire qu'on est dans une espèce d'ambiance de fin de règne, qui n'en est pas une officiellement. On a une fin de mandat qui approche du président actuel, du président Abdelaziz Bouteflika, qui est à son 3e mandat. Des élections présidentielles sont prévues en 2014, donc c'est demain. Et bien entendu, ce qui fait aujourd'hui la discussion, en tout cas ce qui est l'un des sujets de conversation récurrents en Algérie et d'interrogation, c'est de savoir si, oui ou non, ce sera le dernier mandat du président. Si on est dans une hypothèse d'un 4e mandat, auquel appellent certains déjà, et s'il n'y a pas de 4e mandat, comment le système algérien va gérer ce rendez-vous qui est tout de même important? De quelle manière? Quel sera le candidat du système? Y aura-t-il des candidats du système? Y aura-t-il une élection présidentielle ouverte? Enfin, tout est sur la table. On en reparlera très certainement dans les mois qui viennent, parce que c'est quand même quelque chose qui façonne, encore une fois, le fonctionnement de la vie politique algérienne. Et donc, c'est un climat qui pèse beaucoup. Parce que c'est un climat qui est fait d'incertitude, c'est un climat qui est fait de manœuvres politiques, politiciennes, de prise de position, de déclarations d'intention, de candidats qui émergent, de personnes qui aimeraient bien être adoubées par le système. Bref, ça mobilise énormément de force, ça entretient aussi une espèce d'immobilisme où personne n'ose prendre la moindre initiative. Et donc, au final, ça pèse beaucoup sur, finalement, la manière dont l'Algérie peut appréhender son environnement externe et ses relations avec l'étranger. On oublie souvent ça, notamment lorsque, par exemple, a eu lieu la crise des N'Amenas, la prise d'otages. Quelque temps auparavant, enfin, le débat n'était pas de savoir si l'Algérie allait ou pas intervenir au Mali, ou si l'Algérie allait épauler ou pas la France. Les gens étaient encore focalisés sur la question de ce fameux 4e mandat. Et donc ça explique beaucoup de choses. Alors si je devais faire un tour d'horizon géographique, et dans les pays que je vais citer, je ne vais pas, c'est pas par ordre de préférence ni d'équité, mais je tiens à commencer par le Maroc, parce que le Maroc est tout de même, avec l'Algérie, le poids lourd du Maghreb central, ou même du Maghreb, de ce qui constitue cette construction artificielle qui est l'Union du Maghreb arabe, qui a été créée en 1989 et qui regroupe la Mauritanie, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et la Libye. Quand je dis artificielle, c'est parce qu'aujourd'hui c'est une coquille vide qui n'a aucune existence réelle, qui n'est qu'une somme de déclarations d'intention et qui est un échec quand tant d'autres constructions régionales se sont faites. Je ne parle même pas de la construction européenne. Je parle des pays du Golfe, je peux parler des pays du Mercosur, du Maghreb unis ou en construction, et tout reste une idée, reste un projet et reste un vœu pieux. Pourquoi le Maroc? Parce que, donc encore une fois, c'est le partenaire équivalent de l'Algérie, c'est une démographie quasiment identique, ce sont des forces armées équivalentes, et c'est une rivalité. Donc aujourd'hui, entre les deux pays, il y a ce qu'on appelle, on pourrait appeler une paix froide. Alors, on n'est pas dans l'hostilité, mais on est dans la paix froide. Bien entendu, ce qui pollue les relations entre les deux pays, c'est la question du Sahara, qui n'a pas du tout avancé. Voilà un long feuilleton, voilà un long conflit qui remonte aux années 70 et qui ne voit toujours pas de solution
apparaître. On est toujours dans des positions tranchées, l'Algérie renvoyant la question devant l'ONU et le référendum qui doit un jour peut-être se tenir, un référendum d'autodétermination, et le Maroc continuant à affirmer sa souveraineté sur ce pays-là. Mais donc ça pollue les relations, sauf que bien entendu on n'est plus dans une conjoncture disons, d'hostilité lourde telle qu'on a pu la connaître à la fin des années 70, les deux parties ayant finalement évolué petit à petit pour accepter finalement de parfois ne pas se préoccuper de cette question pour trouver des terrains d'entente sur d'autres domaines. Aujourd'hui, il y a une deuxième question qui empoisonne les relations bilatérales, c'est la question de la frontière terrestre entre les deux pays, laquelle frontière terrestre est fermée depuis 1994. À l'époque, il y avait eu des attentats à Marrakech. Les Marocains avaient de manière unilatérale mis en place un visa pour les Algériens. La frontière terrestre avait été ouverte. Alors depuis, les visas ont été supprimés, mais jusqu'à présent, la frontière reste fermée. De manière récurrente, le Maroc demande l'ouverture de cette frontière, ne serait-ce que parce que ça pourrait revivifier sur le plan économique l'Est du royaume. Mais cette ouverture des frontières continue d'être refusée par la partie algérienne. Et donc c'est un des motifs de tension entre les deux capitales. Personne n'a réussi sur le plan diplomatique les efforts de conciliation issus notamment du monde arabe, je pense à l'Arabie Saoudite, aux pays du Golfe ou plus récemment à la Tunisie de Moussaoui. Personne n'a réussi à amener les deux pays à ouvrir, je dirais, un nouveau chapitre dans les relations diplomatiques, de manière à justement passer au-dessus de ces deux problèmes majeurs que sont celui de la frontière et du Sahara, pour arriver à un terrain d'entente, parce qu'il est clair que le Maghreb ne peut pas se faire sans une entente et sans un rapprochement algéro-marocain ou maroco-algérien. Dans cette affaire de bons offices, dans ce thème de bons offices, j'ouvrirai une petite parenthèse et on pourra peut-être en discuter plus tard. J'ai dit qu'il y avait eu les bons offices de l'Arabie Saoudite, des pays du Golfe, plus récemment de la Tunisie, de Mansif Marzouki. La position de la France, via ses multiples canaux, ne va pas dans le sens de l'apaisement. Donc ça, c'est un des éléments qu'il faut savoir, sans accuser l'ancienne puissance colonisatrice de complot ou quoi que ce soit. Je dirais qu'il y a tout de même un jeu assez dommageable de la diplomatie française et des intérêts économiques français dans la région qui ne vont pas dans le sens d'un rapprochement algéro-marocain. C'est bien dommage. Alors récemment, la position algérienne à l'égard du Maroc, elle est dans la retenue. Elle est beaucoup dans la retenue. On l'a vu notamment il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, lorsque des militants sahraouis ont été condamnés à de lourdes peines au Maroc. En d'autres temps, ce genre d'événement aurait déclenché beaucoup de protestations, des campagnes de presse orchestrées à partir d'Alger. Cette fois-ci, l'Algérie a plutôt joué dans la discrétion, comme elle joue dans la discrétion lorsque le Premier ministre marocain Ben Keren fait des déclarations pour le moins faussement naïves. Il s'interroge par exemple de savoir pourquoi l'Algérie refuse que le Maroc intervienne militairement au Nord Mali. On y viendra, mais bon, connaissant la rivalité entre les deux pays, il est inimaginable que l'Algérie accepte de voir des troupes marocaines intervenir à quelques kilomètres de sa frontière, ou lorsqu'il dit que la question du Sahara est une question inventée par les Algériens et qu'elle se réglerait dans la journée si les Algériens le voulaient. Ça, c'est l'argument habituel, et en tout cas la proposition régulièrement avancée par les Marocains. Là aussi, on peut noter qu'il y a eu une retenue dans la position algérienne. Alors la grande question, et c'est une question qui va être à chaque fois récurrente et qui est reliée à ce que je vous ai dit en préambule, la grande question c'est de savoir est-ce que c'est une retenue voulue, organisée, réfléchie,
ou est-ce que c'est une retenue qui est la conséquence de la vacuité actuelle de la diplomatie algérienne, qui est totalement tétanisée parce que le vrai et le seul diplomate, enfin les relations extérieures jusqu'à présent étaient gérées par un seul homme, le président, Bouteflika, dont on sait tous qu'il est malade, qu'il n'est pas dans un état de santé extraordinaire, et que donc, si lui ne bouge pas, personne ne bouge ou personne n'ose bouger. Donc la question est toujours la même. Est-ce que c'est une volonté officielle, planifiée, réfléchie, ou est-ce que c'est finalement la conséquence de cet immobilisme dont je vous ai parlé en début d'intervention? Donc voilà un peu pour le Maroc. C'est un des points de fixation de la région. On n'en parle pas beaucoup parce qu'il y a d'autres sources de tension, mais tout de même ça reste présent et c'est encore une fois dommageable pour la construction maghrébine. Le deuxième pays sur lequel je vais intervenir, c'est la Tunisie, bien entendu. Alors, pour avoir discuté avec quelques responsables, pour avoir suivi de près cette question, même si ça n'apparaît pas de manière évidente, la Tunisie est aujourd'hui le motif de préoccupation numéro 1 des autorités algériennes. Alors, on pourrait penser que c'est le Mali, que c'est la situation au Sahel, et bien non, c'est la Tunisie. Pourquoi? Parce que la Tunisie aujourd'hui est confrontée à un désordre politique croissant, que la Tunisie, lorsqu'elle est regardée d'Algérie, donne une impression de déjà vu et de déjà vécu, c'est-à-dire avec la montée d'un parti islamiste radical, avec des actes de violence, avec malheureusement il y a quelque temps un assassinat politique, avec une grande incertitude sur le plan économique, et bien tout ça rappelle aux Algériens ce qui s'est passé dans les années 90. Et donc les Algériens sont assez attentifs, en tout cas dans l'Algérie officielle est très attentive à l'évolution. Elle ne verra pas d'un bon œil, ça c'est clair, l'installation d'une théocratie. Et donc ça, les Tunisiens, en tout cas les gens d'Al-Nahda en sont assez conscients, qui ont envoyé plusieurs émissaires en Algérie, histoire de rassurer le puissant voisin oriental, mais la question des rapprochements plus ou moins avérés entre Al-Nahda, le Qatar, c'est une question qui est suivie de près, par les Algériens. Là encore une fois, puisque vous voyez que c'est un fil conducteur, il y a des interrogations sur l'absence d'initiative ou pas côté algérien. On n'a pas eu de signal clair adressé par le gouvernement algérien et par la diplomatie algérienne, signal clair qui signifierait effectivement que l'Algérie n'acceptera pas à sa frontière un régime théocratique. Alors la question est encore une fois, est-ce que l'absence de ce signal clair est due à une volonté politique de ne pas s'immiscer dans les affaires tunisiennes, ou est-ce que c'est dû, encore une fois, au vide et à l'immobilisme, à l'inertie qui semble saisir tout l'appareil d'État algérien actuellement. Officiellement, historiquement, le grand credo diplomatique de l'Algérie, c'est la non-ingérence. On ne se mêle pas des histoires d'autrui, et autrui n'a pas à se mêler de nos affaires. Bon, ça, c'est le discours officiel. En réalité, ce qui s'est toujours passé en Tunisie a toujours concerné les Algériens. C'est-à-dire que, par exemple, quand Ben Ali prend le pouvoir en 1987, les Algériens sont au courant à l'avance. Il ne le fait pas sans les avoir avertis. C'est un jeu sans vouloir faire des déclarations qui pourraient être assimilées à du mépris ou quoi que ce soit. C'est un peu l'arrière-cour algérienne, la Tunisie. En tout cas, c'est une zone d'influence, même si la Tunisie est proche de l'Occident, etc. Donc on a du mal à croire que ce qui se passe en Tunisie ne va pas, d'une manière ou d'une autre, être influé par une action diplomatique, ou en tout cas avoir plus de l'Algérie. Un dernier point concernant la Tunisie, et qui expliquerait aussi cette inertie,
ce qui pourrait la compenser, c'est que dans les années 90, et lorsque l'Algérie a été confrontée à cette période très difficile, lorsqu'elle était à feu et à sang, l'une des rares ouvertures pour les Algériens, un rare moyen de s'échapper de cette situation-là, c'était la Tunisie. Et ça, beaucoup d'Algériens ne l'ont pas oublié, et donc essayent, font pression à leur niveau, chacun, au niveau des administrations, des instances dans lesquelles ils travaillent, pour qu'on aide aujourd'hui la Tunisie. Et pour le moment, ce n'est pas encore quelque chose de bien qui passe. Et j'en veux pour preuve le fait que jusqu'à présent, l'aide financière algérienne à la Tunisie a été dérisoire. On parle de dizaines de millions de dollars. Bon, vous me direz c'est déjà beaucoup, mais enfin, c'est dérisoire quand on sait que l'Algérie va donner, ou en tout cas va verser plusieurs milliards de dollars au Fonds monétaire international. Donc ça, c'est voilà, il y a une espèce de... On sait qu'aujourd'hui la Tunisie est dans une crise économique importante, qu'elle a besoin de relancer la machine pour qu'il y ait des emplois, mais on sent une retenue algérienne. Il y a eu une aide d'urgence, mais, et là c'est un avis personnel, l'Algérie pourrait faire bien plus sur le plan financier, et si elle n'en fait pas plus, c'est justement parce qu'elle a quand même quelques doutes et quelques appréhensions, voire quelques précautions à l'égard du parti au pouvoir actuellement en Tunisie. Troisième pays avec lequel l'Algérie a des frontières, son environnement immédiat, c'est la Libye. Alors la Libye, c'est très difficile à caractériser parce que on a énormément d'abord de mal à caractériser la Libye actuelle. Je pourrais vous parler d'une tentative, en tout cas de normalisation. Pourquoi je parle de normalisation? On est obligé de revenir un peu à 2011. L'Algérie était l'un des rares pays de la région à être opposé à l'intervention de l'OTAN en Libye. C'est-à-dire que jusqu'au bout, l'Algérie a signifié à ses partenaires européens, notamment la France, mais aussi à des pays comme le Qatar, qui était en pointe dans le combat contre Kadhafi, que pour eux c'était une intervention qui n'était pas souhaitée et souhaitable, alors à raison en partie, puisqu'on l'a vu après la chute de Kadhafi, aujourd'hui la Libye ressemble à un immense patchwork que personne ne contrôle et où les armes sont en circulation. On a des zones totalement qui échappent à tout contrôle par rapport au nouveau pouvoir, je pense notamment au sud du pays. Et donc l'Algérie a été dans une position plutôt hostile, en tout cas réservée, très réservée à cette intervention. Ce qui n'a pas bien entendu échappé aux Libyens qui étaient dans l'opposition, et donc il y a eu très vite des tensions entre les deux pays, des déclarations assez dures, et donc lorsque le régime de Kadhafi est tombé, qu'on a eu l'apparition de ce nouveau pouvoir à Tripoli, il y a eu énormément de tensions entre les deux capitales, suivies très vite de tentatives de calmer le jeu et de se réconcilier entre guillemets. Là encore une fois, je reviens à ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire l'inertie. L'inertie. Si on analyse la position algérienne pendant la crise libyenne, en tout cas pendant la bataille autour de la chute de Kadhafi, certes la position algérienne était de dire pas d'intervention, pas d'aide à cette intervention, mais les observateurs, les experts ont noté que l'Algérie était tout de même sur la défensive et que la diplomatie algérienne n'a pas été suffisamment claire sur cette question, n'a pas suffisamment défendu sa position, et que surtout elle n'a pas suffisamment anticipé ce qui était évident pour tout le monde, c'est que dès lors que l'OTAN a décidé d'intervenir en Libye, il était clair et net que le régime de Kadhafi allait tomber. Et c'est cette espèce de position sur la défensive du « je ne veux pas mais je ne dis rien » ou « je ne veux pas et je n'en ferai rien » contre, qui a encore une fois interpellé ceux qui avaient l'habitude d'un pays tout de même un peu plus actif, surtout lorsque les avions de l'OTAN sont à ses frontières.
Là, encore une fois, vous voyez, cette analyse, cette approche des relations avec le voisinage nous aide à mieux prendre la mesure de la situation en interne. Il faut dire aussi que les relations entre l'Algérie et la Libye n'ont jamais été des relations faciles, même sous Kadhafi, et c'était d'ailleurs le côté paradoxal de cette affaire, c'est-à-dire que Kadhafi a toujours été un perturbateur dans la région, dans les relations maghrébines, dans les relations régionales. Les Algériens ont toujours, entre guillemets, géré Kadhafi, ses sautes d'humeur, ses initiatives malencontreuses, son interventionnisme frénétique aux quatre coins du continent. Donc ça a été quand même assez paradoxal de voir que finalement l'un des derniers soutiens plus ou moins explicites au régime de Kadhafi a été l'Algérie. Mais encore une fois, ce qui est étonnant, c'est que la position algérienne n'ait pas été suffisamment brandie, n'ait pas été suffisamment explicitée, d'autant que on peut dire qu'il y a de très bons connaisseurs de la Libye en Algérie. L'actuel patron des services secrets algériens, le fameux général Toufir, a été en poste en Libye. Donc il y a une expertise algérienne en matière libyenne. Cette expertise, finalement, elle n'a pas beaucoup été entendue et surtout, elle n'a pas beaucoup été prise au sérieux par les partenaires étrangers de l'Algérie. Je pense que si on avait écouté les Algériens à l'époque, la chute de Kadhafi aurait pu être mieux gérée qu'elle ne l'a été, et on en voit aujourd'hui malheureusement les conséquences. Donc aujourd'hui, pour l'Algérie, la Libye est un problème. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs centaines de kilomètres de frontières et on a des marchés d'armes à ciel ouvert ou presque en Libye qui font que, bien entendu, ça oblige l'Algérie à concentrer des forces militaires importantes le long de la frontière pour éviter les infiltrations, pour éviter les contrebandes, notamment d'armes, dont certaines sont, nous dit-on, assez sophistiquées. Si on s'arrête un instant et qu'on reprend depuis le début de cette intervention, on réalise quelque chose. C'est-à-dire que si on regarde les frontières nord de l'Algérie, on a une frontière fermée avec le Maroc, zone de tension. On a une frontière qui commence à être regardée de près, c'est celle avec la Tunisie, parce que, avec les montées en puissance des groupes salafistes tunisiens, avec l'apparition de ces ligues dites de protection de la révolution, donc il y a tout de même un danger de déstabilisation, donc on a une zone de tension au niveau de cette frontière. Et quand on regarde la frontière avec la Libye, on a la même chose, c'est-à-dire que c'est une frontière qui est surveillée et qui est mise sous contrôle. Donc, de manière, je dirais, presque anodine, mais progressive, il y a aujourd'hui un sentiment d'encerclement qu'on ressent beaucoup dans les discussions avec les uns et les autres en Algérie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Algérie se sent encerclée. Encerclée par, non pas par des ennemis, mais sans qu'autour d'elle, il n'y a que des zones de tension et des menaces potentielles. Et c'est d'autant plus fort que même au sud, aujourd'hui, le sentiment est le même. C'est-à-dire que, avec la crise de Sahel, avec ce qui s'est passé au Mali, et ce qui se passe encore au Mali, on est tout de même dans un arc de tension qui est presque circulaire. Que ce soit, et on permettra d'englober les deux pays, que ce soit le Niger ou le Mali, même si le Niger a géré pour le moment la question Touareg d'une autre manière, c'est aussi un arc de tension qui oblige la mobilisation de ressources importantes militaires, qui oblige l'Algérie à se déterminer par rapport à des voisins dans un sens de participation ou non à une action armée. Et là aussi, le marqueur inertie du système, inertie interne, est une nouvelle fois révélateur. La crise au Mali en est la meilleure illustration. Alors, effectivement, l'Algérie a été un peu plus active à l'égard du Mali qu'elle ne l'a été par rapport à la Libye. Elle a freiné toute tentative d'intervention étrangère en disant que c'était la solution diplomatique qui devait s'imposer. Elle a cru pendant très longtemps qu'on arriverait
au Nord-Mali a dissocié les mouvements, je dirais, identitaires, en tout cas à base de revendications identitaires et ethniques touareg, des radicaux salafistes. C'est pour ça qu'on a eu des délégations d'Ansar Din qui ont été reçues secrètement, soi-disant à Alger, mais sauf que tout le monde était au courant. Mais bon, ça a été un échec. Ça a été un échec puisqu'au final, il y a eu cette offensive vers le sud du Mali, offensive de concert qui a obligé, qui a été le prétexte finalement concret de l'intervention des forces armées françaises au nord du Mali, l'Algérie se retrouvant encore une fois finalement dans la position d'être obligée de suivre d'une manière ou d'une autre. Tout comme elle a accepté la question de la Libye, au final, aujourd'hui, et c'est une première, l'Algérie a accepté que l'armée française intervienne à ses frontières, chose qui ne plaît pas du tout à l'opinion publique algérienne, et qui a créé, on n'en a pas suffisamment parlé, qui a créé un choc en retour. C'est-à-dire que lorsque les Algériens ont appris par la bouche du ministre français des Affaires étrangères, c'est-à-dire c'est même pas par leurs propres autorités, que il avait été donné autorisation de survol aux avions français de l'espace aérien algérien, quelque chose qui a été très mal accepté, qui est encore aujourd'hui très mal accepté. C'est-à-dire que on a beau dire, on a beau faire, c'est des choses qui ne passent pas dans un pays au nationalisme assez sourcilleux. Et on n'a pas mis longtemps pour faire le lien entre est-ce que finalement cette autorisation de survol, cette acceptation d'une intervention militaire au nord du Mali, en gros dans l'arrière-cour, encore une fois, une arrière-cour algérienne, qu'on le veuille ou non, est-ce que finalement tout ça n'est pas l'objet d'un deal où, en échange, la France, en tout cas la France officielle, ne ferait aucun commentaire et serait plutôt positive vis-à-vis d'un 4e mandat du président Abdelaziz Bouteflika. Voilà, la question est posée, et encore une fois, vous voyez, quand c'est ça qui détermine, c'est ça qui revient. On a beau écarter cette question du 4e mandat pour essayer de se concentrer sur les relations extérieures, et bien ça revient ça sort par la porte, ça revient par la fenêtre. Pour les Algériens, de tout temps, la question au Nord-Mali est une question liée au statut des Touaregs. Et que c'est cette grille de lecture qui a toujours dominé et qui domine aujourd'hui encore. C'est un peu différent par rapport à la position occidentale. Aujourd'hui, on nous explique que le Mali, c'est une question de délivrer le nord du pays de l'intégrisme radical. Et on oublie de poser la question du statut des Touaregs, de l'abandon et de l'enclavement de la partie nord du Mali. Et ça, c'est une question qui n'est pas réglée aujourd'hui, qui va continuer à poser problème. Pour l'Algérie, depuis l'indépendance, cette question-là, elle est essentielle parce que c'est via les Touaregs que, à un moment ou à un autre, on a pensé soit déstabiliser l'Algérie, soit empêcher, et là je parle de la période d'avant l'indépendance, il y avait, pour qui connaît un peu cette histoire, il y avait le projet, il ne faut pas l'oublier, on parle des mois et des années qui ont précédé l'indépendance, il y a eu ce projet d'État saharien. C'est-à-dire que jusqu'au bout, ceux qui s'étaient plus ou moins fait à l'idée d'une indépendance de l'Algérie espéraient encore que finalement la France pourrait préserver ses intérêts notamment économiques, par le biais de la création d'un État saharien. Ce qui a obligé les Algériens à développer une diplomatie assez, je dirais, assez engagée à l'égard du Niger et du Mali qui allait devenir indépendants. C'est pour ça que quelqu'un comme Frantz Fanon a été envoyé notamment au Mali pour justement
plaider la cause algérienne. C'est pour ça que quelqu'un comme Abdelaziz Bouteflika, à l'époque dans la Hélène, a été chargé du front, d'ouvrir un front saharien de la Hélène. Tout ça étant d'empêcher cette idée d'émergence d'un État saharien. Eh bien, cette idée d'État saharien, elle est récurrente. Elle vient de ressurgir encore il y a 3 ou 4 jours, avec les déclarations officielles algériennes disant nous avons un problème, il y a des bandes séparatistes qui activent dans le sud du pays et qui sont en train d'essayer d'œuvrer à la séparation entre le nord et le sud du pays. Donc on n'est pas du tout dans le fantasme, on n'est pas du tout, enfin je veux dire, on n'est pas du tout dans la construction journalistique, on est dans un élément d'appréciation de situation qui est important. C'est-à-dire quand on regarde, vu de l'Algérie, la question du Sahel, on ne peut pas ne pas avoir en tête cette question de mise sous tutelle ou de réorganisation géographico-politique de la région. Et c'est ce qui pend un peu en arrière-plan de la question malienne. Et là encore, on est assez étonné tout de même de voir à quel point cette affaire dure, à quel point les autorités algériennes semblent avoir été absentes du jeu. Le coup d'État au Mali, il a eu lieu, il a fallu plusieurs mois avant d'avoir des réactions officielles. Lorsqu'il y a le feu à côté de chez vous, vous intervenez tout de suite. Et encore une fois, je ne peux que faire référence à ce marqueur qui est celui de l'immobilisme, qui est celui que les autorités algériennes n'ont peut-être pas vu venir, ce problème important qui était celui de la multiplication des groupes armés au sud de l'Algérie, avec l'émergence de groupes plus ou moins affiliés à des pays concurrents. Hein, ce terrorisme dit islamiste au sud de l'Algérie, il est apparu de manière subite. Il y a des groupes comme le Mujaho dont on se demande comment ils ont été du jour au lendemain organisés sous des bases nationalistes presque, puisque ne sont pratiquement jamais admis en leur sein des ressortissants algériens, ce qui permet à beaucoup d'observateurs algériens d'accuser le voisin marocain d'être derrière ce groupe. Enfin, tout ça pour vous dire que sur cette question précise du Sahel et du Sahara algérien, une analyse lucide montre qu'il y a péril dans la demeure, parce que on est conscient qu'il y a un grand jeu qui est en train de se jouer, et que ce grand jeu ne concerne pas qu'uniquement le sort des populations touareg, mais qu'il est lié à l'existence de ressources minérales, de ressources hydrocarbures très importantes, qu'il ne s'agit pas simplement de pétrole, de gaz ou d'uranium, mais d'autres choses. Et on a la sensation d'une Algérie qui réagit plutôt qu'elle n'anticipe. Voilà un peu quel est le sentiment général et quelle est un peu l'analyse dominante. Je terminerai par la Mauritanie, qui est un pays dont on ne parle pas beaucoup, mais qui entretient avec l'Algérie des relations très très difficiles, parce que justement c'est un pays qui a opéré un rapprochement assez spectaculaire avec la France au cours de ces dernières années. Et l'Algérie n'a pas goûté par exemple le fait qu'il y ait eu des interventions militaires conjointes entre l'armée française et la Mauritanie dans le nord du Mali il y a quelques années, enfin il y a quelques temps. La Mauritanie aujourd'hui est vue comme un partenaire qui est plutôt finalement, qui se range plutôt dans la sphère d'influence franco-marocaine plutôt qu'étant un allié comme a pu l'être à un moment donné
le Mali. Encore une fois, là aussi, il fut un temps où l'Algérie avait une politique assez diplomatique à destination de ses voisins du Sud, assez dynamique, assez volontariste, de manière justement à la fois sécuriser ses arrières, mais aussi à peser sur les questions politiques continentales et aussi sur la question du Sahara. Aujourd'hui, le constat serait un peu plus sévère. Alors, à quoi c'est dû? Pourquoi? Est-ce que c'est volontaire ou pas? Est-ce que c'est la conséquence d'une succession de phases historiques propres à l'Algérie qui ont été très difficiles en interne? Je pense notamment aux années 90. Est-ce que c'est finalement le résultat de 3 mandats successifs d'un président qui n'a pas voulu partager le pouvoir des relations extérieures et qui a géré l'Algérie, je dirais presque tout seul sur ce plan-là? Les questions sont posées. Il est encore peut-être un peu trop tôt d'en faire un bilan, mais en tous les cas, aujourd'hui, pour terminer avec une image que j'ai déjà évoquée, on a là, cette sensation d'un encerclement circulaire, c'est-à-dire d'un pays qui est finalement entouré par des voisins avec lesquels il n'a que très peu de points de convergence et avec lesquels il a beaucoup de points de défiance. Donc c'est quelque chose d'assez, je dirais, d'assez inquiétant pour la suite des événements. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je serai très content de répondre à vos questions.